Moi, je me bats au sein du collectif pour éviter systématiquement la crise de croissance, de travailler la qualité plutôt que la quantité. Quand on a un projet qui commence à fonctionner, on pourrait faire un business model et faire de l'argent avec, moi j'ai tendance à dire on arrête tout et on passe à autre chose. Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un expert, d'un intellectuel ou d'un militant qui, conscient de l'impasse dans laquelle le modèle actuel nous entraîne, avance des propositions radicales pour le refonder. Aujourd'hui, je reçois Vincent Liéget pour parler décroissance. Bonjour Vincent. Bonjour Damien. Merci de participer à cet entretien. Ça me fait plaisir de te recevoir sur Atterrissage. Donc, je vais commencer par te présenter pour nos auditeurs. Alors, tu es ingénieur de formation. Tu as travaillé comme cadre de sécurité ferroviaire à la gare de Paris-Austerlitz. Aujourd'hui, tu es basé en Hongrie, à Budapest, où tu as là-bas cofondé Cargonomia, un centre logistique de distribution de nourriture locale et bio au moyen de vélos cargo. Mais surtout, il y a 10 ans, tu as rejoint un parti qui s'appelle le Parti pour la décroissance, le PPLD, duquel tu es devenu le porte-parole, et tu y as coécrit un livre qui présente vos propositions pour la décroissance, intitulé « Un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie ». Et tu continues à organiser régulièrement des conférences sur ce thème avec d'autres figures du mouvement de la décroissance comme Serge Latouche ou Paul Ariès. Donc dans cet entretien, j'avais envie qu'on échange sur la façon dont le mouvement s'est transformé depuis ses débuts et sur la façon dont il pourrait, selon toi, évoluer à l'avenir. Donc ma première question serait assez simple en fait. Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu en es venu à rejoindre le PPLD et quels ont été pour toi les grands événements, les événements marquants de ton engagement depuis 10 ans? Voilà, ça fait repartir dans le passé, mais c'est intéressant de fois se remettre dans le passé pour mieux comprendre où on est aujourd'hui. Donc, moi, je viens plutôt d'une culture politique altermondialiste, proche d'attaque, le monde diplomatique, avec une tendance quand même un peu anarchiste, grand lecteur par exemple, de Chomsky et ainsi de suite. Et au milieu des années 2000, j'ai eu l'opportunité de venir vivre en Hongrie, à Budapest, où je me plaisais beaucoup, et j'ai rejoint un peu les réseaux altermondialistes hongrois, qui, contrairement à ceux que je côtoyais en France, étaient plus intéressés par les enjeux environnementaux. Et je dois bien reconnaître qu'au début des années 2000, milieu des années 2000, c'est quelque chose, moi personnellement, et que la gauche en général prenait un peu à la légère. C'est-à-dire que les débats sur le changement climatique, la chute de la biodiversité, la raréfaction des énergies étaient tout à fait secondaires par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça que j'ai mis un pied dans les questions environnementales, avec au départ un rejet assez fort, en disant ils sont bien sympas avec leur défense des petits oiseaux, mais on fait face à des problèmes bien plus sérieux, des problèmes liés à la montée des inégalités, au chômage, des problèmes sociaux, des problèmes aussi au début des années 2000 liés à des dynamiques de guerre assez inquiétantes et ainsi de suite. Donc j'avais du mal à faire le lien, et c'est en découvrant via des discussions avec un ami qui faisait sa thèse en économie de l'environnement, j'ai découvert Nicolas Georgescu-Roegen. Et comme tu le disais en introduction, étant ingénieur de formation, la lecture de Nicolas Georgescu-Roegen, qui était un grand penseur d'origine roumaine, et qui a totalement déconstruit comment les sciences économiques sont enseignées aujourd'hui dans les facultés d'économie, en amenant le paradigme de la thermodynamique, alors que les sciences économiques restent enfermées dans le paradigme de la mécanique, ce qui est une aberration. On pourra revenir après dans les débats. Et c'est comme ça que j'ai fait le lien entre les enjeux sociaux et environnementaux. Et j'ai donc commencé à m'intéresser à l'économie avec une approche très critique sur ce modèle économique qui est complètement faux, qui est l'une des impostures intellectuelles les plus fortes de l'histoire de nos civilisations. Et à travers Georgescu-Roegen, j'ai d'abord lu tous ses bouquins, tout ce que j'ai pu trouver, et puis j'ai découvert la décroissance, notamment les écrits, le journal La décroissance, les écrits de Paul Ariès, de Serge Latouche et de beaucoup d'autres personnes, et petit à petit aussi toutes les personnes qu'on considère comme étant des précurseurs de la décroissance. Je pense à Ivan Illich, à Jacques Ellul, à André Gorz, à Cornelius Castoriadis. Et
à la fin d'une mission en Hongrie où je travaillais sur des questions environnementales et aussi la question de l'intégration ou des problèmes qu'il y a avec les populations roms dans la région. Ben, je suis rentré en France et le premier endroit où j'ai vu de la lumière autour de la décroissance, j'étais à Paris, c'était une assemblée générale du Parti pour la décroissance. Et c'est comme ça que ben, j'ai rencontré les personnes du Parti pour la décroissance qui m'ont désigné comme l'un des porte-parole. Et j'ai surtout découvert un panier de crabes assez violent et assez horrible. Donc je pensais, après avoir lu tous ces textes magnifiques, qu'on allait rencontrer une belle, que j'allais arriver dans une belle rencontre conviviale, de partage, de débat intellectuel profond. Et en fait, il y avait plus grand monde. Tout le monde était parti, les gens se tapaient dessus, ne se parlaient plus ou s'interpellaient violemment via médias opposés, et ainsi de suite. Et on s'est retrouvé qu'un groupe de jeunes assez naïfs en politique qui ont hérité d'un parti, donc une association loi 1901, qui ont hérité d'un logo, d'un site internet qui avait déjà beaucoup de contenu extrêmement riche, qui ont hérité aussi d'une caisse avec un petit peu d'argent. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce parti? Et on était donc en 2008, le mouvement de la décroissance était né 6-7 ans plus tôt, le Parti pour la décroissance avait été créé 3 ans plus tôt, et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui avait amené aussi vite un bel objet, qui était ce Parti pour la décroissance, qu'est-ce qui avait amené à de tels conflits violents. Et donc on a fait un peu le tour de France, on a pris notre sac et puis on allait rencontrer un peu tout le monde, toutes les actrices et les acteurs à l'origine du mouvement de la décroissance pour mieux comprendre pourquoi un parti posait question dans le cadre d'un mouvement de la décroissance. Ça, c'était justement en 2008 et après 2008, vous avez suivi un petit bonhomme de chemin parce que vous n'êtes pas arrêté à ce Tour de France, vous avez ensuite fait des tas de choses. Exactement, donc on a rencontré différentes personnes et puis on a commencé à se poser des questions donc sur la notion de parti, à se poser des questions sur notre modèle démocratique qui est en fait limité à un seul outil démocratique qui est la démocratie représentative, qui est un outil qui peut être intéressant et utile pour certains types de décisions mais qui en aucun cas une fin en soi. Donc on a commencé à faire toute une réflexion autour de ça. Pas mal de réflexions aussi sur comment repenser une structuration des réseaux de la décroissance autour justement non pas d'un parti centralisé, pyramidal, mais d'un réseau horizontal de collectifs, de groupes, de projets, d'initiatives et ainsi de suite. Et puis à travers différentes discussions, rencontres, on a lancé en 2009 l'appel Europe Décroissance, avec pour objectif d'occuper l'espace de débat offert dans le cadre d'une élection, donc c'était les élections européennes, et occuper cet espace pour à la fois donner de la visibilité aux idées de la décroissance et aussi questionner nos institutions et notre modèle démocratique qui est en grande souffrance, et on est 10 ans plus tard et on se rend compte que les souffrances n'ont fait qu'empirer depuis. Donc ça a connu un certain succès médiatique, je dirais que ça a été un peu le pic médiatique du mouvement de la décroissance en France, 2009, 2010, 2011, on était assez présent dans les médias, la campagne Europe Décroissance a plutôt bien fonctionné. Et puis, de nouveau, on a rencontré quelques conflits, il y a eu la question des élections présidentielles qui rend tout le monde fou, qui veut y aller, qui veut pas y aller, est-ce qu'on y va? Moi, j'étais plutôt porteur d'un projet d'avoir une candidature symbolique autour de l'escargot président, mais qui n'était pas soutenu par tout le monde. Et puis je dirais qu'un peu épuisé par tous ces conflits inhérents à la vie politique, on était plusieurs à se retirer et à faire le choix de continuer à travailler autour des questions de la décroissance sur différents niveaux. Donc par exemple, avec mes co-auteurs, on a décidé de coécrire un livre. Beaucoup de personnes se sont investies localement dans des initiatives locales. Et puis moi, c'est la période où je suis revenu vivre en Hongrie. Et c'est la période où on a eu l'idée avec quelques amis de créer un centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance à Budapest, qui n'a jamais vu le jour sous cette appellation-là, mais qui petit à petit, après des difficultés, est apparu sous le nom de Cargonomia, qui est donc ce centre logistique autour de vélos cargo qu'on fabrique nous-mêmes, de nourriture bio et locale, mais aussi de différents types de projets qui vont à la fois de l'agroforesterie urbaine ou le réseau de jardins communautaires de Budapest, le Repair Café, des ateliers de couture, de l'éducation populaire, des relations avec
des écoles dans différents quartiers de Budapest, donc à la fois des écoles d'élite, ce qui permet de faire payer nos activités pour ensuite dégager du temps libre pour aller dans d'autres écoles qui ont beaucoup moins d'argent, notamment dans les campagnes. Et puis aussi des projets de recherche. Et surtout moi, par rapport au collectif, je continue à être encore actif politiquement, je dirais un peu en tant que lobbyiste ou consultant travaillant avec différents types de collectifs ou de groupes institutionnalisés, que ce soit des partis politiques, des think tanks, des ONG ou aussi des instituts de recherche ou différents types de projets qu'on peut avoir, par exemple, autour des conférences internationales de la décroissance que je coordonne avec d'autres aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que les conflits qu'il y a eu avant que tu rejoignes le Parti pour la décroissance et ensuite pendant, est-ce que tu penses que c'est inhérent à ce nouveau mouvement totalement, enfin, qui est une idée radicale, ou est-ce que c'est le point commun d'à peu près tous les combats politiques où c'est particulièrement aigu au sein de la décroissance? Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a le premier paramètre, c'est que la décroissance s'inscrit fondamentalement sur une démarche, je dirais, très anard, très autonome, très décentralisée, très autogestionnaire, etc., qui pose problème quand on commence à essayer de l'institutionnaliser à l'échelle nationale ou même à une échelle, sans aller jusqu'au national, même à une échelle assez grande. Je dirais que le décroissant a du mal à entrer dans des boîtes et que dans son essence même, on est anti-institutionnalisation. C'est-à-dire qu'on s'épanouit quand on arrive à trouver des modes de fonctionnement beaucoup plus informels, basés sur des relations de confiance, des relations humaines, des projets qui évoluent dans le temps avec des personnes qui participent à certains projets, d'autres à d'autres projets, qui vont parallèlement, et qu'on arrive à créer des formes de réseaux de personnes, de projets, d'activités, de collectifs, d'initiatives, capables d'avoir des liens les uns les unes avec les autres, capables de se critiquer avec bienveillance, capables de s'entraider par moments, capables de s'ignorer à d'autres moments. Et je dirais que c'est un peu la manière dont ça fonctionne aujourd'hui dans les réseaux décroissance, qui est très difficile à suivre vu de l'extérieur, ce qui rentre pas dans les schémas médiatiques, où on aime bien avoir un chef et un porte-parole et un truc bien pyramidal et bien clair, etc. Ce qui est un gros mensonge, parce que quand on regarde de plus près tous les mouvements politiques, ça n'a jamais fonctionné de cette manière-là. En apparence, ça a toujours fonctionné de cette manière-là, mais pas dans la réalité. Donc on a du mal à être visible par rapport à ça, on a toujours ce dilemme. Et je dirais qu'au début, on n'avait pas pris conscience un peu de ce qu'était notre ADN, de comment on devait fonctionner. On restait, même si intellectuellement on était très fort pour critiquer l'impasse de la structuration de notre modèle de société, on avait encore un imaginaire très centralisateur, très ancré autour du pouvoir, très ancré autour de la logique. Pour changer la société, il faut d'abord prendre le pouvoir, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans les réflexions sur comment changer la société sans prendre le pouvoir, parce que si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir. Et je crois que on était pris par le pouvoir à l'époque. Il y a eu des conflits d'ego, de personnes auxquels j'ai aussi participé, où j'ai ma part de responsabilité avec d'autres. Et je dirais qu'il a fallu passer par ces échecs violents pour faire preuve d'autocritique et d'auto-apprentissage, parce que on parle souvent de décoloniser nos imaginaires. Et le meilleur moyen de décoloniser nos imaginaires, c'est aussi des fois de faire des erreurs et de savoir être réflexif par rapport à ces erreurs pour mieux avancer. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans certains réseaux décroissants auxquels je participe par rapport à ce que j'ai pu connaître en France il y a une dizaine d'années, je trouve qu'il y a une maturité politique et une certaine cohérence entre les idées et la pratique qui est beaucoup plus forte. C'est ce que je vis à Budapest dans les réseaux d'alternatives dans lesquels j'ai la chance d'être impliqué, ou à l'échelle internationale autour du groupe de soutien et d'organisation des conférences internationales de la décroissance, où on retrouve une très large diversité de personnes et un mode de fonctionnement autour de différents types de projets, de manière très souple, très décentralisée, très autogestionnaire, qui fonctionne plutôt bien, là où en France, on avait toujours cette tendance à vouloir dire la décroissance c'est moi, à vouloir imposer sa propre vision de la décroissance aux autres. Et pour moi, la décroissance, elle est riche de sens, elle joue son rôle quand elle est capable d'assumer
sa diversité. Et je dirais qu'on parle tout le temps de biodiversité et la décroissance doit pouvoir être capable de cultiver sa biodiversité. Par rapport à cette dimension que tu appelles anarchiste, autonome, autogestionnaire, j'ai lu d'autres interviews de toi dans lesquelles tu dis aussi qu'il ne faut pas être naïf, que si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéresse à nous, et que si le pouvoir reste fondamentalement opposé aux idées de la décroissance, c'est toujours, on va dire, c'est toujours négatif par rapport à toi, les changements que tu portes. Donc, est-ce que malgré ce changement de stratégie, tu penses toujours qu'il faut que les idées de la décroissance arrivent quand même d'une façon ou d'une autre au pouvoir? Donc c'est pas arrivé au pouvoir, je dirais que c'est une nuance complexe et la décroissance c'est un jeu d'équilibriste. C'est comme je disais, comment changer la société sans prendre le pouvoir, parce que si on s'inscrit dans des stratégies de prise de pouvoir, on est complètement pris par le pouvoir. Donc par exemple, on arrive à gagner une élection et l'enjeu numéro un pour imposer la décroissance va être de pouvoir continuer à gagner les élections. Donc on va faire des concessions, on va se retrouver face à des dilemmes, etc. Et c'est quelque chose que j'ai connu en étant proche de la création et du succès aussi de différents mouvements ou partis politiques à l'échelle européenne, avec des personnes tout à fait sincères, tout à fait honnêtes dans leur démarche, avec une vision politique qui pouvait pertinente et qui se sont complètement retrouvés pris dans le pouvoir. Donc je dirais que l'enjeu de la décroissance n'est pas de prendre le pouvoir, mais pas non plus de le laisser. C'est pas de le laisser dans les mains ni d'Orban ni de Macron, mais au contraire d'essayer de créer des dynamiques citoyennes de résistance, des dynamiques citoyennes pour atteindre des masses critiques qui poussent pour avoir des transformations importantes d'un point de vue institutionnel et qui suivent des transformations et culturelles et des transformations qui partent de la base autour de mouvements autogestionnaires et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qu'on a en fait. C'est marrant parce que ces réflexions sont nées alors que ça fonctionnait déjà comme ça. C'est-à-dire que le mouvement de la décroissance a eu un impact beaucoup plus grand dans les débats que ce que laisserait penser son image médiatique, son poids médiatique. Et c'est quelque chose qu'on a analysé depuis 3-4 ans, ce que j'appelle une forme de transformation silencieuse de la société. C'est-à-dire que la décroissance aujourd'hui, elle est peu visible à l'échelle médiatique. Je dirais même les médias, ils nous évitent beaucoup. Quand ils donnent la parole à des décroissants, ils vont donner la parole à des décroissants réactionnaires, plutôt autour des logiques de repli sur soi ou proches de positions historiquement plutôt à droite ou à l'extrême droite, dans le but de nous discréditer. Tu penses à qui dans les personnes je vois par exemple Eugénie Bastier, par exemple, est beaucoup plus invitée dans les médias que Paul Ariès, alors que elle est souvent présentée comme quelqu'un qui représenterait la décroissance, alors que moi j'ai jamais vu dans les réseaux décroissance dans lesquels je vis depuis très longtemps. J'ai surtout vu des gens qui lisaient Ariès et qui étaient inspirés d'Ariès, Latouche ou même des bouquins qui sont issus des collectifs auxquels j'ai participé, de Le Pesant, de notre bouquin et ainsi de suite, plutôt que la revue Limite, qui est existante, mais qui est à l'extérieur de ces réseaux. Et je trouve les médias ont intérêt aujourd'hui à jouer sur les confusions ou à discréditer une pensée de la décroissance qui remet en question fondamentalement notre modèle économique et donc le statut des élites technocratiques et médiatiques, plutôt que c'est plus facile de donner la parole à des gens qui vont dire des choses sulfureuses plutôt que des gens qui vont dire des choses constructives et posées et qui apportent des réponses, mais qui sont radicales et qui remettent en question le modèle de société. Et je dirais que paradoxalement, et je dirais que c'est là qu'on s'épanouit, et moi de plus en plus je m'épanouis dans ce genre de choses, c'est plus en étant discret mais présent, inscrit dans le local, inscrit dans des relations autour de projets de recherche, autour de discussions politiques, et même dans des relations, ce qui peut paraître surprenant, et je travaille de plus en plus sur des projets autour de ça sans être sûr que ce soit une bonne idée et que ce soit efficace, des relations avec des multinationales ou des think tanks politiques, ou par exemple ce qu'on organise en septembre avec les réseaux internationaux, qui est la grande conférence au Parlement européen. On travaille avec 10 députés européens de 6 familles politiques différentes, avec des syndicats, avec des ONG, avec des membres de la Commission européenne, avec des lobbyistes, avec simplement aussi des jeunes personnes qui travaillent au Parlement, qui ont un boulot puis qui se posent des questions en tant que citoyennes et citoyens.
Et je dirais que quand on crée des espaces où, loin des logiques médiatiques, où la petite formule, où la recherche du buzz sur des polémiques stériles domine tout, bah, quand on crée des espaces de confiance et de débat en profondeur, on arrive à créer du dialogue dans des milieux où on penserait que c'est pas possible. Et moi, je travaille de plus en plus sur ce genre de dynamique, de créer en fait des relations de dialogue et de confiance dans un temps long, pour débattre avec bienveillance, avec écoute, pour rentrer dans la complexité de la transformation qu'il faut mettre en place. Et je dirais, c'est toujours la question de comment être radical, prendre le problème à la racine, sans être extrémiste. C'est-à-dire que c'est une phrase que j'ai sortie, j'ai été beaucoup attaqué par certains décroissantes et décroissants autour de cette phrase, c'est avoir raison tout seul, c'est avoir tort. Et je pense que les décroissants, on a raison sur beaucoup de choses, mais si on reste enfermé dans notre entre-soi et qu'on continue à dire que tous les autres sont des cons de ne pas nous écouter, bon, on va crever la gueule ouverte, pour reprendre le nom d'un vieux magazine, avec les autres, et qu'il faut en fait arriver à créer des dynamiques où on apporte notre radicalité, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, mais on les apporte d'une telle manière que l'on suscite du dialogue, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas tant d'imposer nos réponses que d'arriver à imposer des questions qui nous semblent être riches de sens et susceptibles de créer des dynamiques d'épanouissement, des dynamiques émancipatrices, et d'essayer d'imposer ces questions dans les débats politiques ou dans des réflexions, des discussions autour de projets avec des élus locaux, avec des gens qui bossent dans des multinationales, avec des chercheurs, avec des citoyennes et des citoyens d'un peu partout, aller aussi dans les écoles, dans les quartiers défavorisés, ou aller dans les campagnes où on vote Trump, Orban ou Front National, et non pas juger les gens, mais essayer de créer du dialogue. Et je dirais que c'est là-dessus que moi que je travaille le plus, et c'est là-dessus que la décroissance a un impact autour de ce que j'appelle une transformation silencieuse de la société. Par rapport à cette logique de créer des convergences, créer des espaces où les gens peuvent parler de manière bienveillante et accueillir toute la diversité de la décroissance, pour en revenir à d'autres personnes qui peuvent incarner la décroissance dans les médias, est-ce que toi tu penses très concrètement que tu as des points communs et tu as envie de discuter avec des personnalités comme Eugénie Bastier pour voir comment mettre à plat les différences, mettre à plat ce sur quoi vous êtes en désaccord profond, mais aussi mettre en avant ce sur quoi vous êtes en accord, et à ce moment-là décider de ensemble pousser dans la même direction? J'ai aucune animosité envers Eugénie Bastier, c'était un exemple que j'aurais pu prendre parmi beaucoup d'autres, mais je dirais que oui, moi je suis tout à fait ouvert à débattre avec qui que ce soit, mais à condition que ce soit un cadre de débat constructif. C'est-à-dire que aujourd'hui, si c'est pour aller sur une radio ou une chaîne de télé où le but va être de rentrer dans une logique de combat de coq, où le but va être pour la chaîne ou le média et les journalistes dont la mission c'est de vendre du clic et de la publicité, donc le but va être de trouver, d'espérer qu'il va y avoir un clash, d'espérer qu'il va y avoir un dérapage d'une personne ou d'une autre, ou d'espérer qu'il va y avoir une phrase polémique qui va pouvoir être retweetée, on va créer le buzz, et pendant 2 jours on crée le buzz, et on crée on suscite des passions, et chacun est renforcé dans ses propres vérités, on clique les uns contre les autres, et puis 2 jours après tout le monde rentre chez soi parce que tu as un nouveau scandale qui arrive. Je dirais que ça m'intéresse pas, et moi j'ai de plus en plus de doutes quant à la possibilité. Je pense que c'est vraiment l'un des gros problèmes centraux de nos sociétés, et quand je vois le gap qu'il y a, par exemple, quand je travaille sur un projet de débat en profondeur avec bienveillance, avec des gens qui bossent dans des multinationales et qui sont très haut placés, ou dans des institutions style Parlement européen et ainsi de suite, où on va avoir des désaccords très profonds. C'est-à-dire que le projet de société qui est le mien autour de microstructures autogestionnaires, d'un réseau de microstructures autogestionnaires relocalisées, ouvertes sur le monde et ainsi de suite, c'est pas du tout leur tasse de thé. Mais on va pouvoir créer des dynamiques dans un temps long, un temps de bienveillance, où on pourra faire exactement ce que tu poses comme question, c'est-à-dire identifier là où il y a des points d'accord, identifier là où il y a des points de désaccord, et comment on travaille ensemble, parce que je crois qu'une société démocratique, c'est une société qui est capable d'accepter l'altérité, la différence, et qui est capable de les gérer de manière la moins violente possible. Et moi, je suis souvent accusé d'être un décroissant de bisounours,
Mais je suis pas pour autant totalement naïf et je sais que, à un moment donné, il y a des clashs extrêmement violents puisque on va se retrouver face à des personnes qui auront des positions qui, de fait, remettent en question notre projet de société ou remettre en question ce que l'on conçoit comme étant nécessaire pour permettre à toutes et à tous d'avoir une vie décente. Donc il va y avoir des clashs autour des inégalités, je pense que le clash le plus violent qu'il peut y avoir aujourd'hui, il sera pas avec Eugénie Bastier, mais plus avec les technoscientistes qui croient en l'intelligence artificielle, au transhumanisme, au smart, tout et n'importe quoi, smart city, smart energy, smart building et ainsi de suite. Je dirais que là, on a des grosses difficultés à débattre, de la même manière avec les économistes qui croient dans l'économie, parce qu'on est face à des croyants et il est très difficile de débattre face à des croyances. Ça m'est arrivé il y a quelque temps, une personne comme ça qui me disait mais ça sert à rien de débattre ensemble parce que je crois au transhumanisme et tout argument contre ça ne pourront pas me convaincre puisque c'est une croyance, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de rationnel, c'est j'y crois et j'ai envie d'y croire et ainsi de suite. Donc ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de débattre parce qu'on est engagés ensemble. Et si le transhumanisme, avec les milliards investis dans la Silicon Valley, dans les universités états-uniennes ou même françaises aujourd'hui, arrive et petit à petit s'impose et qu'on commence à mettre des puces dans tous les gamins et ainsi de suite, on va toutes et tous souffrir de tout ça. Donc c'est comment en fait on crée des rapports de force, comment on crée des espaces de dialogue, comment on sort des médias dominants et des polémiques stériles pour créer des espaces où vraiment on se rencontre et on essaye de créer des dynamiques où on est capable de s'écouter, de se remettre en question et d'avancer ensemble. Du coup, plutôt entre guillemets de prendre l'espace politique, l'espace électoral qui peut être vraiment sujet à la confrontation, notamment au niveau des égos. Donc toi et tes camarades, la stratégie que vous avez donc poussée, c'est davantage essayer de répandre les idées de la décroissance par le fait de faire des choses, le fait de faire au niveau individuel. D'incarner la décroissance avec la simplicité volontaire ou le fait de se mettre ensemble pour faire des initiatives concrètes. Alors ça peut être comme Cargonomia, ça peut être comme des AMAP. D'ailleurs Cargonomia est à ce titre une sorte d'AMAP. Oui. Est-ce que toi qui as, on va dire, mis en place et vu d'autres personnes mettre en place cette stratégie du faire depuis un certain nombre d'années, quels sont les résultats que tu as vus grâce à cette stratégie ? Alors, c'est tout à fait paradoxal, et c'est ça qui est intéressant. C'est que pour moi, il y a deux... et je simplifie beaucoup parce que je pourrais dire il y a 4 mondes parallèles qui se côtoient, mais pour simplifier, il y a 2 mondes parallèles. Il y a à la fois des dynamiques citoyennes extrêmement intéressantes et il y a de plus en plus d'études convergentes dans l'ensemble des régions du monde sur une remise en question de notre modèle de société basé sur la croissance avec un grand C, c'est-à-dire ce paradigme que pour être heureux, il faudrait nécessairement toujours consommer plus, aller toujours plus vite, aller toujours plus loin, être toujours plus fort. Donc ce paradigme de la croissance est remis en question à la fois d'un point de vue individuel. Donc c'est ce qu'on observe un peu partout, où des gens qui font des pas de côté, qui remettent en question leurs habitudes de consommation, qui réutilisent, qui partagent, qui consomment moins mais mieux, qui ne voyagent plus en avion mais apprennent à réellement voyager, c'est-à-dire prendre le vélo puis aller à la rencontre de ses voisins, parce que le voyage c'est la rencontre, c'est beaucoup lié à un rapport qui est en train d'émerger différent par rapport au travail. Il y a une remise en question fondamentale liée à une souffrance au travail, liée à la perte de sens au niveau du travail, liée à des modes de vie autour du travail toujours plus stressants, liée aussi à une perte d'autonomie, une perte de sens. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui montre qu'en France, par exemple, 50% des cadres, alors qu'en général, quand on est cadre comme moi, qu'on a eu la chance d'avoir des diplômes et une position plutôt sympathique dans le monde du travail, on devrait pouvoir s'épanouir dans son travail. Et il y a 50% des cadres qui déclarent que au quotidien, ils sont amenés à faire des choses ou à prendre des décisions ou à imposer des choses qui vont à l'encontre de leur éthique. Et de la même manière, pour prendre un autre exemple, et pas uniquement en France, il y a un tiers des
des Anglais qui disent que quand ils se lèvent le matin, ils vont bosser, ils font des choses qui sont fondamentalement inutiles. Je suis 8 heures devant un écran pour remplir un tableau Excel que personne ne lira jamais. Et donc il y a toutes ces prises de conscience d'un point de vue individuel. Dans le rapport à la nourriture aussi, c'est extrêmement intéressant où quand il y a 10 ans, si tu disais que tu étais végétarien, on te regardait un peu de travers, ça jetait un froid autour de l'Assemblée. Les gens disaient, oui, il est gentil, mais il est un peu farfelu, un peu ésotérique, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens s'excusent de ne pas encore être végétariens. On est de plus en plus dans la dynamique de dire, de toute façon, d'ici 2-3 générations, on sera toutes et tous végétariens. Et on est dans cette transition, comment apprendre à manger différemment, comment apprendre à changer notre rapport à la nourriture, à la viande, et ainsi de suite. Donc il y a des dynamiques extrêmement intéressantes dans la société. Et quand on regarde, par exemple, les unes du Monde ou du Figaro ou de Libération il y a 10 ans et aujourd'hui, en fait, il y a eu un changement paradigmatique sur énormément de choses. De la même manière, il y a l'émergence d'expérimentations citoyennes où des gens s'épanouissent, des fois non sans difficulté, parce que ça demande un engagement personnel très dur. Hein, c'est pas uniquement la success story, c'est magnifique, t'es dans ton hamac, ou je suis allé m'installer à la campagne et j'ai créé ma ferme et je suis l'homme le plus heureux au monde avec mes enfants et les petits oiseaux dans le jardin. Ça demande un investissement personnel extrêmement dur, ça demande aussi de se remettre en question personnellement, des fois aussi des conflits avec sa famille, avec ses amis, parce que c'est faire des pas de côté. Mais c'est toute une pléthore avec une diversité. Et je dirais surtout le développement de connaissances, de savoir-faire, d'expériences, d'expérimentation d'une richesse effroyable à l'échelle mondiale. Et des gens qui font des tas de trucs. Et quand tu vas à la rencontre de ces gens, en fait, c'est hyper inspirant, c'est riche de sens, ça apporte de l'espoir, ça montre que c'est possible de changer le monde et ainsi de suite. Et puis en parallèle, on a une élite technocratique qui s'enferme toujours plus dans ces délires technoscientistes, économicistes. Je crois que quelqu'un comme Emmanuel Macron est un représentant très caricatural, très représentatif de cette élite technocratique qui pense que la citoyenne ou le citoyen de base est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même, donc il faut à chaque fois des institutions fortes qui imposent un système économique, qui imposent des croyances, qui imposent des manières de vivre, qui donnent un travail aliénant, qui donnent des technologies aliénantes aux populations, parce que sinon le peuple ne sait pas faire, et qui en fait a peur du projet opposé, parce que le projet opposé, qui est moi j'appelle la décroissance, mais on peut l'appeler différemment, signifie la fin de l'expertocratie, de la technocratie, donc la fin du statut social de ces personnes dominantes. Et moi je suis convaincu que si le gouvernement Philippe et Macron ont envoyé 2500 soldats se battre contre quelques dizaines de copines et de copains qui vivaient dans des cabanes, qui font de la permaculture, qui inventent des manières alternatives de vivre ensemble, c'est parce que ils ont peur de la dimension politique en termes d'espoir, de transformation pour inspirer des gens et ainsi de suite, que peut porter ce qui est expérimenté à Notre-Dame-des-Landes. Et il y avait vraiment l'envie de le détruire en profondeur, de peur que ça fasse des petits, et puis d'imposer une vision sociétale individualiste où une personne doit être une entreprise avec un business plan dans le but de faire du pognon et ainsi de suite. Et je dirais qu'il y a ces deux mondes qui s'opposent. Et étant ingénieur de formation, moi j'aime bien regarder les choses en termes de dynamique, en termes de dérivées premières et dérivées secondes. Donc la dérivée première du transhumanisme, du technoscientisme, de ce monde technocratique dans les mains d'une oligarchie financière, de multinationales, continue à gagner du terrain, continue à bétonner, continue à pourrir nos vies, continue à avoir à envoyer la police pour tabasser les jeunes qui rêvent d'autres mondes, continue à vraiment pourrir nos vies et continue à être extrêmement puissant. Mais la dérivée seconde, celle à laquelle je m'intéresse et sur laquelle je travaille, c'est-à-dire l'accélération, va dans le sens du monde dans lequel j'ai la chance de vivre ici à Budapest avec nos coopératives. Et moi, je vois vraiment dans tous les milieux comment les discussions, comment dans les têtes les lignes bougent. Et je prends souvent cet exemple quand j'en parle avec mes amis hongrois. En début de l'année 1989, si on avait dit aux gens que le mur de Berlin allait tomber et que le grillage à Édièche-Shalom l'été suivant entre l'Autriche
et la Hongrie allait être coupée et les gens allaient organiser ensemble un pique-nique pour se rencontrer, personne n'y aurait cru. Et je crois qu'on est un peu dans des dynamiques où à un moment donné, il peut y avoir des zones de basculement, des moments d'accélération vers de nouveaux modèles de société. Et l'histoire n'étant jamais linéaire ni prévisible, on ne sait pas quand ça peut arriver. Et il peut y avoir aussi des retours extrêmement violents, tout à fait inquiétants. Et je dirais que moi, ce que j'essaye de faire avec mes amis au sein des réseaux de la décroissance et d'autres réseaux, pas uniquement la décroissance, c'est d'essayer de travailler au maximum sur cette dérivée seconde et puis au maximum sur la résistance face à cette dérivée première et les dynamiques extrêmement mortifères qu'il peut y avoir autour de Macron et compagnie. Et donc, toi, en plus de critiquer ce monde-là, tu fais un certain nombre de propositions avec tes co-auteurs. Tu as sorti donc le livre dont je parlais en introduction. Et en particulier, il y a une mesure qui a l'air de te tenir particulièrement à cœur, ou en tout cas que vous mettez en avant. C'est ce que tu appelles le revenu de base inconditionnel. Oui. Donc, j'avais envie de maintenant un petit focaliser l'entretien sur cette question-là. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi cela consiste pour toi le revenu de base inconditionnel? Et est-ce que tu pourrais aussi me préciser, en fait, voilà, de manière très naïve, quel est le rapport entre distribuer un revenu de base à tout le monde et faire décroître notre consommation matérielle? Voilà. Donc ça, ce seraient mes deux questions sur le revenu de base. Bon, j'ai combien de minutes? Oh, t'as du temps, mais vas-y. Non, en fait, c'est intéressant parce que ça rejoint tout à fait les questions qu'on évoquait juste avant. Donc moi, je m'intéresse à cette transformation silencieuse de la société. Donc c'est ces dynamiques citoyennes qui sont certes encore aujourd'hui minoritaires, mais qui ont des dynamiques extrêmement fortes de transformation de nos imaginaires, de décolonisation de nos imaginaires, d'auto-organisation autour d'initiatives locales, d'un autre rapport au temps, au travail, un mal-être grandissant dans la société, un discrédit grandissant aussi envers nos institutions, envers nos multinationales. Enfin, on voit tous les jours, il y a encore eu un scandale par rapport au monde de l'automobile en fin de semaine dernière. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui se rendent compte qu'on vit dans un monde qui a plus de sens, se rendent compte que leur boulot, il y a énormément de souffrance, des gens par exemple qui se sont engagés pour bosser dans la santé avec un investissement personnel pour être infirmier ou infirmière dans un hôpital, qui se retrouvent aujourd'hui à être des agents comptables où ils doivent optimiser l'occupation des lits. Donc il y a toutes ces dynamiques dans la société de prise de conscience et de questionnement et qui ne sont pas suffisantes pour transformer la société en profondeur. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la possibilité de faire ce que j'ai eu la chance de faire. Moi, j'ai pu parce que j'ai mis de l'argent de côté, parce que j'ai un réseau d'amis, parce que j'ai une famille qui peut me soutenir si je me casse la figure avec ma coopérative à Budapest. Donc, j'ai pu arrêter de travailler dans la logique du système et de me réapproprier, expérimenter d'autres formes d'activité. Donc, malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire parce que tu as un emprunt, parce que tu as une famille, parce qu'il faut payer les études aux gamins, ou tu as un enfant qui est malade, ou tu as eu un accident dans la vie, etc. Donc, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, on a réfléchi à des outils économiques et sociaux, politiques, susceptibles de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir se réapproprier leur choix de vie, se réapproprier leur autonomie, pour pouvoir faire des pas de côté et se réapproprier des activités qui ont du sens, se réapproprier en fait un rôle de citoyenne et de citoyen. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on vit soi-disant dans des sociétés démocratiques, mais tu es quand même condamné à avoir un boulot pour payer ta bagnole, avoir une bagnole pour pouvoir aller bosser, pour payer tes emprunts, et ainsi de suite. Donc on est totalement aliéné. Donc on a réfléchi à des outils susceptibles de proposer des réponses à ça. Et un des outils qui s'est imposé dans nos débats, qu'on n'a pas du tout inventé, qui est quelque chose qui est très 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 vieux dans les débats démocratiques. Sur le 4e de couverture de notre bouquin, on cite Thomas Paine qui, en 1792, après la Révolution française, disait de toute manière, il n'y aura pas de démocratie si on ne donne pas à toutes et à tous le minimum vital, ce qui permet aux gens en fait d'être libres, de ne pas dépendre d'un boulot, de lobby, d'intérêt économique ou quoi que ce soit. Donc d'être fondamentalement libre de manière inconditionnelle pour pouvoir être des acteurs qui participent à la société. Et puis le revenu de base inconditionnel, donc on a participé au lancement de débats autour de ça. Je pense notamment à notre compagnon de route décroissant Baptiste Milondo, qui publie
un bouquin, je crois, en 2007-2008 sur le revenu de base, qui est un très très bon bouquin, qui vient d'ailleurs en publier un nouveau qui réfléchit encore plus en profondeur sur les revenus de base et comment ils pouvaient être mis en place et comment mettre en place un revenu de base décroissant qui coécrit avec Michel Lepezan, qui est un autre compagnon de route aussi. Et donc on commence à s'intéresser à cette question, on débat, et il n'y a pas pour autant consensus total au sein des réseaux de la décroissance sur est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Et je dirais que là aussi, si on pose des mauvaises questions, on n'obtient que des mauvaises réponses. L'enjeu, c'est pas de savoir si on est pour ou contre le revenu de base, mais la question, c'est un revenu de base, pourquoi faire? Et donc on ouvre le débat autour de ça et on fait le lien avec d'autres outils qu'on expérimente qui permettent là aussi de repolitiser la société, resocialiser la politique, de recréer des logiques de sécurité, de mise en réseau pour mettre les gens dans des conditions d'être des citoyennes et des citoyens acteurs et actrices de la transformation de la société. Donc je pense notamment aux monnaies locales, si possible fondantes, non spéculatives, si possible organisées autour de logiques transparentes et autogestionnaires. Je pense aux banques de temps, au système d'échanges locaux. Je pense à la question de l'extension des sphères de la gratuité pour le bon usage de choses qui sont essentielles pour avoir une vie décente, comme l'eau, comme un certain nombre de mètres carrés pour avoir un logement décent, comme les énergies et ainsi de suite, et puis le renchérissement du mésusage. Donc on fait un peu le lien avec toutes ces questions-là. Et en fait, on débouche sur une proposition centrale qu'on appelle dotation inconditionnelle d'autonomie, qui s'appuie sur la logique de revenu de base inconditionnel, c'est-à-dire ça consisterait à donner de la naissance à la mort de manière inconditionnelle, donc non conditionnée à un boulot ou à quoi que ce soit, donc de donner de manière inconditionnelle ce que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant pour avoir une vie décente. Et on le pense de manière démonétarisée, c'est-à-dire que ça ne doit pas s'inscrire dans le système économique capitaliste ou néolibéral tel qu'il est aujourd'hui, mais ça doit s'inscrire dans une logique de faire le chemin inverse de ce que le capitalisme ou le néolibéralisme essaye de faire, c'est-à-dire que le capitalisme, c'est de faire rentrer dans la zone marchande tout et n'importe quoi. Et nous, on fait le chemin inverse, on dit il y a des choses qui sont trop importantes pour le bien-être pour rentrer dans la logique de zone marchande. Donc on les fait sortir de la zone marchande et on s'auto-organise, si possible localement, mais de manière ouverte avec des solidarités, pour que de la naissance à la mort, chaque individu de cette planète ait un accès à ce qui est suffisant pour avoir une vie décente. Donc ça passe par un certain nombre de mètres carrés pour avoir un logement décent ou des activités qui ont du sens, comme de l'agriculture de proximité, ou un espace convivial, un espace d'autoréparation, un espace d'échange politique ou quoi que ce soit, un certain nombre de litres d'eau, un certain nombre de kilowattheures pour avoir accès à de l'énergie, l'accès à des services publics tout en repensant quels sont ces services publics autour de la santé, de l'école, les pompes funèbres par exemple, et puis une partie qui peut être donnée aussi en monnaie nationale ou supranationale, en francs ou en euros, et puis en monnaie locale, qui peut être une monnaie autour d'un quartier, autour d'une ville, autour d'un département, autour d'une région, en fonction de l'usage qui est fait de cette monnaie. Et je dirais que l'enjeu autour de nos réflexions sur la dotation inconditionnelle d'autonomie n'est pas tant sa mise en place d'une manière technique, je dirais que c'est un peu comme une monnaie locale, c'est que c'est des outils qui permettent de créer du débat, de créer des délibérations citoyennes sur le sens de qu'est-ce qu'on produit, comment et pour quel usage. Donc de se réapproprier tout ce questionnement sur quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable et juste, comment on s'auto-organise pour se nourrir décemment, pour avoir un logement décent, pour échanger de manière juste des services et des biens qui ont du sens, pour repenser qu'est-ce qu'une santé qui a du sens, est-ce que c'est une santé comme on a aujourd'hui dans les mains du lobby pharmaceutique, pour repenser qu'est-ce qu'une école qui a du sens, et ainsi de suite. Et quelque chose d'important dans nos réflexions, on a aussi systématiquement, on couple le revenu de base ou la dotation inconditionnelle d'autonomie à un revenu maximum acceptable. Là aussi, c'est une proposition qu'on n'a pas inventée, c'est quelque chose de très ancien, qui a été mis en place dans la deuxième partie du siècle dernier aux États-Unis jusque dans les années 70, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, on s'interdit de gagner plus et on redistribue. Et je dirais que là aussi, l'enjeu n'est pas tant sa mise en place technique qu'une réflexion sociétale sur le sens des limites, que pour être heureux dans une société, il faut savoir se réapproprier les limites, notamment les limites en termes de revenus. Et moi, je dis toujours, il faut
libérer les riches de leur mal-être, d'être super riches, parce que quand on regarde les études sur le bien-être subjectif, les plus riches sont très loin d'être les plus heureux. Et les plus riches participent aussi à rendre frustrés les plus pauvres, puisque autour de la rivalité ostentatoire et les médias et la publicité, on nous vend toujours le mode de vie des plus riches comme étant le seul chemin pour atteindre le bonheur. Donc ça crée d'autant plus de problèmes. Et en plus, il n'y a pas de démocratie saine sans un écart, je dirais, de sagesse entre les plus pauvres et les plus riches. Et par rapport à ma deuxième question qui était comment tu arrives à faire le lien entre le fait de distribuer cette dotation inconditionnelle à tous et le fait de faire décroître la quantité totale de consommation matérielle de nos sociétés qui est indécente, qui est au-delà de l'empreinte écologique d'une planète. Comment tu arrives à faire le lien entre les deux ? Donc déjà, oui, c'est quelque chose d'important à préciser, c'est que le revenu de base ou la dotation inconditionnelle d'autonomie ne font pas projet de société en soi, puisque c'est juste des outils techniques. Et avec un outil technique, tu peux, c'est comme avec un marteau, tu peux soit fracasser la tête de ton voisin, soit planter un clou pour mettre une belle image sur un mur dans ton appartement. Donc un outil ne fait pas sens et ne fait pas projet politique en soi. Et c'est pour ça que le titre de notre livre est bien un projet de décroissance et non. Et seulement en sous-titre, on a manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie dans le cadre d'un projet de décroissance. Donc d'une part, comment on distingue ce qui pourrait être l'utilisation de cet outil de manière néfaste pour plusieurs raisons et de manière décroissante, donc de manière souhaitable pour d'autres raisons. La première des choses, c'est de le coupler à un revenu maximum acceptable. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le mode de vie des plus riches et ce qu'ils véhiculent en termes d'imaginaire qui est problématique en termes d'empreinte écologique. Après, la deuxième chose, c'est de le coupler à toute une réflexion sur le sens de nos consommations. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un en France qui est au RSA a une empreinte écologique non soutenable, non pas parce que la personne surconsomme, mais parce que l'organisation sociétale de la France est faite que pour avoir un boulot, tu es obligé d'avoir une bagnole, une infrastructure automobile, que lorsque tu n'as pas de thunes, tu vas acheter les produits les moins chers dans des magasins où tu achètes des choses pas chères mais qui sont derrière subventionnées et tu ne payes pas directement pour les externalités de ce que tu consommes et ainsi de suite. Mais le revenu de base, il joue pas là-dessus, justement, puisque c'est malheureusement le revenu de base, il est au niveau des individus. C'est pour changer les comportements au niveau des individus. Et il y a aussi cette organisation. Cette organisation-là, elle est plus du ressort du collectif. Et c'est pour ça que, avec la notion de dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est-à-dire de coupler le revenu de base à d'autres dynamiques citoyennes, donc par exemple l'instauration de monnaie locale. Par exemple, si on donnait aujourd'hui le RSA dans tous les territoires autour d'une monnaie locale et qu'en parallèle on développe un réseau de jardins communautaires, d'AMAP, de ceintures vivrières autour d'une agriculture biologique, de saison, de proximité, autour de techniques comme l'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture, et qu'on donne le RSA en monnaie locale, ce qui permettrait aux gens d'acheter des produits sains, de qualité et qui plus est renforce les économies locales, non pas dans le but de faire de la croissance, mais d'avoir des écosystèmes où quand tu vas au supermarché aujourd'hui, en fait, tu détruis soit ton emploi, soit l'emploi de ton voisin. Alors que l'enjeu n'est pas de donner de l'argent pour aller consommer des choses qui détruisent et l'environnement et le bien-être des personnes autour de soi et les solidarités et ainsi de suite. Donc nous, l'enjeu, il est vraiment de l'inscrire dans une réflexion autour de délibérations citoyennes, participatives, démocratiques sur le sens de qu'est-ce qu'on produit, c'est-à-dire quels sont nos besoins fondamentaux, comment on produit ces choses, c'est-à-dire comment y répondre. Donc par exemple, si on met en place des régies publiques de l'eau avec la gratuité d'un certain nombre de litres d'eau qu'on considère comme étant suffisant pour avoir une consommation qui a du sens, donc de l'eau pour se laver, pour faire la cuisine, pour faire à manger et ainsi de suite, c'est aussi de réfléchir combien de litres ça a du sens, et c'est aussi réfléchir sur comment on organise la société pour produire cette eau de manière la moins polluante possible, produire cette eau de manière à ce que on soit pas exploité des gens qui ont des conditions de travail qui sont effroyables, mais je dirais
sortir de cet économicisme pour se réapproprier le sens et la vision sur l'impact et environnemental et humain de cette pseudo-illusion de liberté de consommer que l'on a. Donc c'est vraiment un long processus, c'est-à-dire que la dotation inconditionnelle d'autonomie, ça s'inscrit dans un temps long de transformation de la société. Et dans notre bouquin, et on l'a développé ensuite un peu plus dans d'autres articles, on parle de différentes étapes de transformation de la société. La première étape part de ce que j'évoquais tout à l'heure, cette dérivée seconde, c'est-à-dire ces dynamiques sociétales de distanciation par rapport au mythe de la croissance, de la consommation, du toujours plus, et ainsi de suite, qu'on voit grandir dans nos sociétés, les pas de côté autour des initiatives locales, et ainsi de suite, de faire le lien avec des mouvements de résistance pour faire pression sur le politique, sur les pouvoirs décisionnels contre les lobbies, pour avoir petit à petit des lois, des espaces, des redistributions qui permettent l'extension de manière décentralisée et partant du bas de ces initiatives citoyennes et ainsi de suite. Une deuxième étape extrêmement intéressante qui pourrait être la logique de travailler moins pour travailler tous, donc la mise en place de réformes autour de, par exemple, un droit opposable au congé sabbatique, un droit opposable au temps partiel. Donc moi, par exemple, quand j'étais ingénieur dans une multinationale à Paris et que je voulais travailler moins pour me consacrer à un jardin communautaire, quand je suis allé voir mon patron et que je lui disais, moi j'ai plus envie de bosser 60 heures par semaine, j'ai envie de passer à mi-temps, la réponse était très claire, c'était soit tu démissionnes, soit tu continues à bosser 60 heures par semaine. Donc on peut imaginer la mise en place d'une protection qui permette aux gens de travailler moins pour vivre mieux, pour se réapproprier du temps, sur la base du volontariat, avec par exemple la mise en place d'une plateforme où des gens à compétences similaires, à expériences similaires, peuvent se rencontrer et partager un boulot. Deux ingénieurs en mécanique qui disent, bah tiens, sur une année, moi, ça m'intéresse de voyager pendant 6 mois ou ça m'intéresse de me consacrer à mes enfants pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu prends mon boulot et tu t'occupes de tel projet. Et puis les 6 autres mois, je vais bosser sur les autres projets. Et on partage le boulot de cette manière-là. Et une troisième étape serait, à condition qu'il y ait des dynamiques sociétales intéressantes autour d'une transformation en profondeur de la société, ce serait, tout en s'appuyant sur les initiatives locales, sur la transformation des imaginaires et ainsi de suite, la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, ce qui techniquement est très simple à mettre en place, c'est beaucoup plus simple que tout le système, les usines à gaz qu'on a créées et qui plus est sont humiliantes de protection et de redistribution qu'on a autour du RSA retour à l'emploi et ainsi de suite, qui en plus fonctionnent très mal puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont le droit au RSA qui n'en font même pas la demande à cause des contraintes bureaucratiques et de dimensions d'humiliation qu'il peut y avoir. Donc la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, couplée à la mise en place progressive d'un revenu maximum acceptable, on pourrait dire on commence d'un rapport de 1 à 400 et on se donne 10 ans pour aller d'un rapport à 1 à 4. La mise en place de la réappropriation politique de la création monétaire, de la Banque centrale, d'autres politiques autour de la Banque centrale et de plus grand contrôle sur la financiarisation de l'économie dans le but de créer d'autres redistribution, mais surtout de se réapproprier démocratiquement le système économique pour le réencastrer dans nos vies. C'est-à-dire que l'économie doit être un outil au service de transformation de la société, non pas le contraire comme c'est le cas aujourd'hui. On voit quelqu'un comme Macron n'est pas un homme politique, c'est un administrateur d'un système économique qui n'est pas neutre, qui est un choix politique sociétal. Et donc, je dirais qu'on a toutes ces réflexions sur différentes étapes, et je dirais que c'est pas tant un projet clé en main que des pistes de réflexion, de débat pour pouvoir continuer à avancer contre les dynamiques mortifères qu'on a à l'échelle politique et permettre à l'éclosion de toutes ces dynamiques citoyennes qui sont loin d'être à la hauteur des enjeux, mais qui sont extrêmement intéressantes. Ok. Bah, là, je comprends parfaitement parce que dans la façon dont je voyais, la façon dont tu présentais les choses, c'était que le revenu de base, ça avait l'air d'être la première étape pour mettre en place la décroissance. Alors là, tel que tu l'expliques, c'est davantage, il s'agit de repenser nos modes d'organisation, nos modes de production, nos modes de consommation. Et en plus, le revenu de base permet d'atteindre d'autres objectifs. Je serais même encore plus prudent que toi. Le revenu de base peut éventuellement être un outil utile afin d'atteindre certains objectifs, et tout en restant prudent, parce qu'une fois de plus, ce n'est qu'un outil, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. Oui, parce que justement, c'est un outil qui soulève des débats, et toi, tu le disais toi-même, en particulier, même chez les décroissants, et
c'est une proposition qui est assez clivante. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont vraiment pour et il y a des gens qui sont très, très contre. Et les arguments des deux sont souvent très justes. Et c'est le problème, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent la question de pour ou contre est la pire des questions. C'est-à-dire qu'on crée des clivages sur des choses où il ne devrait pas y avoir de clivage. La question devrait être un revenu de base, pourquoi faire ? Et là, on rentre vraiment dans le débat de quel projet de société et comment le revenu de base peut éventuellement ou pas être un outil utile dans le but de mettre en place ce projet de société. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui se posent une question au niveau d'au-dessus qui est le revenu de base, est-ce que ça, comment dire, est-ce que est-ce que c'est aller dans le bon sens pour tout un tas de choses qui ne sont même pas en rapport avec la décroissance, mais c'est les critiques récurrentes sur le fait qu'un revenu de base, ça pourrait inciter à l'oisiveté. Un revenu de base, ça rend dépendant d'une structure ça rend non autonome, puisqu'on reçoit tout le temps d'une structure extérieure à soi son revenu qui permet d'avoir la vie qu'on mène. Après, sur les histoires de financement. Donc c'est un sujet qui est vraiment très... sujet à des oppositions et qui ne sont pas forcément les oppositions des gens de la décroissance, quoi. C'est un nouveau clivage, quoi, en plus du clivage croissant-décroissant. Ouais, mais c'est... toutes les questions que tu viens de poser ont été... je dirais que dans les débats depuis une dizaine d'années, voire même plus, toutes les réponses ont été apportées. Sur le risque d'oisiveté, il y a rien de mieux que les expérimentations qui ont pu être faites et qui montrent qu'en fait... c'est quelque chose qui a été observé que de manière tout à fait marginale, mais qu'on retrouve aussi dans notre modèle de société où il y a toujours des passagers clandestins. Mais nous, dans nos réflexions décroissantes autour de cette question-là, on dit mais un passager clandestin crée du bien-être aussi, quoi. Quelqu'un qui fout le bordel dans un collectif permet de resserrer les liens au sein du collectif, donc il a le droit à son revenu de base aussi, il participe à la vie de la société, il participe à la convivialité, aux conflits qui sont aussi inhérents à la vie en société et qui sont aussi générateurs de bien-être, ainsi de suite. Bien sûr, je provoque. Ça rejoint aussi la question que tu disais tout à l'heure sur le revenu de base en disant ça pose un problème, c'est que le revenu de base peut créer plus de consommation et donc de la croissance. Mais je dirais que s'il y a plus d'oisifs, on produit moins et c'est un des objectifs de la décroissance de produire moins. Donc ça permet aussi de répondre à cette question-là. Sur le financement, là, c'est un vrai débat intéressant et nous, on est là-dessus assez clair, c'est-à-dire que le revenu de base dans le cadre de notre modèle économique tel qu'il fonctionne sera un non-sens total. C'est-à-dire que le revenu de base doit servir aussi de levier pour remettre en question la centralité de l'économie dans nos systèmes politiques, pour remettre l'économie à sa place. En particulier la question de la création monétaire, qui est là aussi une très grosse imposture intellectuelle depuis toujours, qui n'est même pas enseignée correctement dans les facultés d'économie. C'est-à-dire qu'on discute avec des économistes qui ne savent même pas ce qu'est la création monétaire et comment ça fonctionne. Donc remettre la question de la création monétaire et à qui elle profite, le rôle des banques centrales, le rôle des taux d'intérêt, le rôle de la spéculation, le fait que notre toxicodépendance à la croissance est liée aussi à un modèle économique où on crée de l'argent qu'on emprunte avec un taux d'intérêt, donc il faut toujours fructifier cet argent, sinon le modèle économique s'écroule, que ce soit pour une famille, une petite entreprise, une start-up, une multinationale, une municipalité, un État. Donc comment repenser notre modèle économique, pour reprendre le titre du livre de Tim Jackson, Prospérité sans croissance, c'est-à-dire comment on sort de notre toxicodépendance technique à la croissance. Et puis, mais surtout d'un point de vue culturel, pour moi, c'est faire le lien avec d'autres manières de penser l'économie, avec plus d'économie de réciprocité, avec de l'économie informelle, avec des solidarités, avec des monnaies locales non spéculatives. C'est l'occasion aussi de s'appuyer sur des choses qui sont en train de s'expérimenter, de se mettre en place à petite échelle, pour les étendre à des échelles un peu plus grandes, mais sur une logique de changement d'échelle de manière horizontale. Le but, c'est pas d'institutionnaliser à l'échelle d'un État, mais c'est de permettre l'extension locale, autogérée de ces dynamiques citoyennes. Et justement, tu disais qu'il y avait une accélération de toutes ces dynamiques citoyennes. Tu disais également qu'il y avait des discours qui pouvaient paraître totalement loufoques il y a quelques années, qui aujourd'hui sont perçus et vus comme très sérieux. On peut voir aussi d'autres signaux, comme le film Demain, qui est un film qui appelle d'une certaine façon à une décroissance, à la sobriété heureuse,
c'est un film qui fait des millions d'entrées. Il y a aussi, même dans la sphère politique, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont des personnes du monde politique classique qui mettent des doses d'antiproductivisme dans leur discours, dans leur programme. Oui. Même si à côté, ils n'ont pas encore délesté tout l'imaginaire productiviste, comme par exemple dans des domaines comme le numérique, où là, leur vision du futur est encore une vision qui implique forcément une croissance des flux matériels. Donc ils sont maintenant dans des postures qui peuvent être incohérentes en fonction des sujets qu'ils abordent. Donc c'est assez marrant à voir. Donc toi, quand tu vois toute cette évolution et toute cette accélération, quel est d'après toi le prochain palier et comment franchir le prochain palier par rapport aux idées de la décroissance? Mais il y a pas de grand soir et il y a pas de ce que je disais, l'histoire n'est jamais linéaire ni prévisible. Il y a toujours à la fois des avancées, des retours, et l'exemple que tu prends, que ce soit Mélenchon ou Hamon, les deux ont pu faire à un moment donné des déclarations très justes sur la fin de la croissance. Je cite plus ou moins Mélenchon en essayant de pas trahir ce qu'il a dit, mais si je me rappelle bien, il avait dit qu'aujourd'hui toute question politique doit s'inscrire dans une logique de décroissance. C'est-à-dire que il a pris acte du fait qu'on a atteint un pic de production, un pic de consommation qui est fondamentalement insoutenable et aussi qui nous fait perdre sens à la vie, et qu'il faut sortir de tout ça pour construire des nouveaux projets politiques. Hamon a dit pareil. Il a dit qu'il fallait... Pardon, excuse-moi. Sa citation, je crois que c'était la décroissance n'est plus une option, c'est une nécessité. Voilà, un c'est truc ça. Comme ça. Et Hamon qui dit quelque chose d'assez similaire, c'est qu'il faut aujourd'hui penser la politique il dit pas décroissance, je crois qu'il parle de l'après-croissance, la fin de la croissance, quoi. Donc c'est des avancées politiques où il y a 10 ans, ça aurait été impensable d'avoir de tels discours de la part d'hommes et de femmes politiques. C'est ce qu'on observe aussi avec la coopération qu'on a créée avec 10 députés européens de 10 pays différents et de 6 familles politiques différentes, donc tout le spectre politique de la droite jusqu'à l'extrême gauche, en passant par les écolos, les sociodémocrates et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire que ce sont tous des gens qui lisent tous les soirs Ivan Illich ou Castoriadis, mais ce sont des gens qui, avec sincérité, dans leur réflexion politique, dans leur rôle d'élu, se rendent compte qu'il y a des choses qui bougent dans la société et qu'il faut se poser ces questions-là. Le film Demain en est un autre exemple. On l'a aussi traduit en hongrois et organisé et il connaît un grand succès là, en ce moment dans tous les petits cinés d'ARSS, ciné-club, ciné alternatifs de Budapest et de Hongrie, où pareil, il y a un succès public énorme. Et les discussions comme celles auxquelles j'ai pu participer en France, les discussions sont à chaque fois les mêmes. C'est moi personnellement, comment je peux commencer à faire mon initiative, comment je peux faire le pas de côté. C'est-à-dire que les gens qui vont voir ce film, c'est aussi des gens qui sont pris face à des contradictions dans notre modèle de société, qui bossent dans une banque, ou qui bossent dans une institution publique, et qui tous les jours font face à ces tensions qu'il faudrait faire autrement, mais on est complètement pris dans cette méga machine, donc aussi dans toute une bureaucratie, et ainsi de suite. Et pour répondre à ta question, moi je pense que les choses vont évoluer de manière parallèle, contradictoire, où à un moment donné, on le voit aussi dans la ville de Paris, où Hidalgo, qui avec sincérité va pouvoir défendre des choses tout à fait remarquables par rapport au vélo, en prenant des coups de manière extrêmement violente de la part de la droite, de la part aussi attaquée par le lobby de l'automobile et ainsi de suite, va faire des choses qui, d'un point de vue décroissant, on considère donc que c'est une connerie de mettre en place du high-tech sur le nouveau système de Vélib avec des vélos électriques qui s'avère être un échec total d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre les deux. À la fois, on veut faire différemment, mais on a encore une certaine croyance dans les technologies vont nous sauver. Et je dirais que le rôle des décroissants, c'est en permanence d'avoir du lien, d'être présent dans tous ces débats, dans toutes ces réflexions, pour être cet empêcheur de penser en rond, pour être toujours là et puis provoquer, dire mais attends, là c'est très bien, tu lances la bagnole électrique, mais ton électricité, elle vient d'où, elle est faite comment, ta bagnole électrique a quel impact écologique pour être construite, quel type de matériaux t'as dedans, et pour à chaque fois éviter de tomber dans le piège de fausses bonnes solutions. De la croissance verte. Ouais, ce que l'on voit apparaître.
Et je dirais que il y a 10 ans, c'était hors de question de mettre en place quoi que ce soit d'un point de vue écolo. Aujourd'hui, c'est Macron qui nous vend le petit patch vert des multinationales pour sauver le monde et dire citoyennes, citoyens, dormez tranquilles, même si Trump fait des conneries, le savoir-faire et l'intelligence des multinationales françaises vont nous sauver à coups de nucléaire et de pastilles vertes, bagnoles électriques et smart technology, smart city, etc. Donc, si tu veux, le combat, il est continu et puis t'as pas de grand soir. Enfin, nous, c'est pareil dans nos initiatives à Budapest, par exemple, on est bourré de contradictions d'un point de vue décroissant. Moi, je rêverais, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur des projets qui sont pour moi l'avenir autour de l'agroforesterie urbaine, autour des low-tech et notre petit atelier vélo, on fabrique avec un impact écologique très limité, principalement avec de la réutilisation d'anciens vélos. On fabrique des vélos cargo, des remorques et des trucs comme ça. Donc je dirais que si on arrivait à créer un réseau d'agroforesterie urbaine avec des vélos cargo, avec des énergies low-tech, des outils low-tech, ben on a gagné. Mais en parallèle, on a une AMAP parce qu'on ne sait pas faire autrement pour nourrir, parce que avec l'agroforesterie urbaine, on est dans l'expérimentation sur un petit lopin de terre. Ben on a une AMAP à côté de Budapest qui a 40 bornes et on utilise quand même un camion chaque semaine pour amener la bouffe à Budapest. Et c'est un non-sens de produire de la bouffe déjà à 40 km de Budapest alors qu'on pourrait le faire là. Et on essaie de gérer les contradictions parce que la ferme que l'on a, c'est aussi lié à une fondation qui s'appelle Jardin Ouvert, qu'on a des projets de recherche, des projets éducationnels, qu'on travaille avec l'école dans le village. Donc on est en permanence tiraillé entre ces contradictions. Et l'enjeu, c'est d'identifier les contradictions et comment tu essayes de travailler ces contradictions pour toujours avancer dans la bonne direction. Et la décroissance, c'est un peu en permanence cette schizophrénie et des fois quelque chose qui humainement est difficile à vivre. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on aura envie de vivre dans 200 ans, mais qu'on est pris dans le monde qui est celui du début du 21e siècle, de cette méga machine, de cette technostructure dont on dépend, et puis aussi d'un imaginaire où en permanence on doit faire face à plein de contradictions. Et quand je dis pas uniquement par rapport aux technologies, par rapport au patriarcat, par rapport à l'ego, par rapport à des logiques de domination, par rapport à notre système économique, et ainsi de suite, quoi. Et ma question, ça aurait été, en termes de palier, c'était est-ce que tu te fixerais comme objectif d'ici 5 ans qu'il y ait une mairie qui soit d'étiquette décroissante, ou alors est-ce que tu te dis, tiens, donc c'est un peu dans des logiques d'institution et de prise de pouvoir, Ouais. donc c'est pas forcément des choses Mais moi, auxquelles je tu vais te dire, adhères j'ai pour très toi. très très peur. Et là, je suis assez attaqué par rapport à ça et je l'assume. Et c'est une énorme contradiction avec laquelle j'arrive pas à me dépatouiller, quoi. Parce que, par exemple, avec tout ce qu'on fait à Budapest, moi, je me bats au sein du collectif pour éviter systématiquement la crise de croissance et de travailler la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que euh, quand on a un projet qui commence à fonctionner, où on pourrait faire un business model et faire de l'argent avec, ben moi j'ai tendance à dire on arrête tout et on passe à autre chose. On a su faire ça et puis on le fait de temps en temps dans un cadre qui a du sens et ainsi de suite. Par exemple, samedi dernier, on a développé des projets avec des copains d'écotourisme à Budapest. Donc on fait un tour des alternatives de Budapest avec les collègues, avec dégustation de produits locaux, de vins naturels, de bières artisanales, ainsi de suite. Truc très sympa. Donc on l'a fait dans le cadre d'une conférence qu'on organisait à l'université d'économie, où il y avait une trentaine de personnes qui ont participé, hyper enthousiastes. Et en fait, avec ça, on pourrait se faire un pognon monstre. Et ça fonctionnerait bien, et puis on pourrait dire, mais c'est bien, on fait de l'écotourisme, on sensibilise d'autres populations à la question des alternatives, et ainsi de suite. Et en parallèle, Budapest est en train de mourir, et nos alternatives sont en souffrance d'un point de vue économique à cause du développement du tourisme de masse. Et là, on se retrouve face à une contradiction. Donc on a fait le choix de faire 2, 3 fois dans l'année de l'écotourisme dans des cadres particuliers, avec des personnes particulières. Là, on aurait pu faire du pognon. Et en même temps, je me dis, il faut quand même changer d'échelle. Enfin, et comment trouver le juste milieu entre les deux. Et de la même manière, notre ferme, on pourrait produire beaucoup plus. Mais on n'a pas envie de produire beaucoup plus parce que produire beaucoup plus, ça voudrait dire employer d'autres personnes, changer de modèle économique et de casser la dimension de confiance, de coopération, de convivialité, d'équilibre qu'on a su trouver, qu'un équilibre fragile, c'est comme toute équipe, c'est-à-dire qu'il y a des conflits, il y a des problèmes, mais on a réussi à trouver des moyens pour vivre ensemble de manière saine. Et là, pareil, on se dit, bon,
il y a toujours plus de demandes pour de la nourriture de qualité, locale, bio, on sait le faire, mais en même temps, mais en même temps, si on le fait, en fait, on s'autodétruit, quoi. Et on tue tout un autre aspect. Et c'est pour ça qu'on travaille vachement sur cette logique d'extension. Et moi, je dis toujours, tu peux pas aller plus vite que la musique. Et par moments, c'est extrêmement frustrant. Par moments, d'autant plus que j'ai eu la chance de bosser à un moment donné dans des institutions avec des positions, pas de grand pouvoir, mais des positions où j'avais des équipes, j'avais un budget, je donnais un ordre et puis tout se mettait en branle et puis paf, c'était magnifique, etc. Et en même temps, je me dis que ce serait contre-productif parce que tu reproduis les mêmes problèmes que le système et que moi je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de s'approprier le questionnement et de devenir vraiment actrices et acteurs tout en comprenant ce qu'ils font de la transformation. Je vais te prendre deux exemples. Tu as l'exemple du vélo en Hongrie, qui est extrêmement intéressant parce que c'est le troisième pays d'Europe en termes d'utilisation du vélo derrière le Danemark et la Hollande. Et ce qui est assez surprenant, c'est pas l'image qu'on a des pays de l'Est vue d'Europe de l'Ouest. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a deux types d'utilisation du vélo en Hongrie. Tu as une utilisation comme on voit apparaître à Paris, hipster, bobo, parce que c'est cool, parce que tu te libères de ta bagnole, parce que tu n'as pas besoin de payer une bagnole, tu travailles moins, tu te sens libre. En plus, à Budapest, si tu arrives dans une soirée branchée en bagnole, tu es un loser total, tu dois rentrer dans le bar avec ton vélo, puis attacher ton vélo dans le bar, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un phénomène de mode, lié aussi à une conscientisation autour des questions environnementales, lié à un mouvement du vélo qui est un des plus forts d'Europe, avec chaque année une critical mass qui accueille 80 000 personnes, c'était le record, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Budapest, les gens viennent en famille, c'est magnifique. Et là, je dirais, c'est une démarche volontaire, émancipatrice, qui crée du bien-être de personnes qui décident de vendre leur bagnole pour utiliser le vélo. En parallèle, et ça représente beaucoup plus de monde dans les campagnes hongroises, l'utilisation du vélo parce que les mecs n'ont pas les moyens de s'acheter une bagnole. Mais ils le font par humiliation, par frustration. Donc au bout du compte, tu as le même geste qui est, d'un point de vue décroissance, environnement, émancipation, qui est positif, mais il y a deux vécus fondamentalement différents. Un qui provoque de la joie de vivre, qui est émancipateur, et un autre par humiliation. Et c'est pour ça qu'on a créé des projets de coopération entre Budapest et les campagnes autour de la question du vélo, pour donner une image positive du vélo. C'est-à-dire que les mecs, ils ont déjà les bonnes pratiques, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une bonne pratique. Donc comment créer du débat, des réflexions pour les amener à ne pas faire les mêmes conneries qu'on a pu faire partout à travers le monde. D'abord acheter une bagnole pour revenir au vélo après. Et un autre exemple, c'est Thomas Sankara, qui était, je pense, un des précurseurs de la décroissance en Afrique, avec l'agroécologie, des projets qui continuent à exister avec des résultats tout à fait fascinants contre la désertification, et ainsi de suite. Et Sankara avait imposé le port obligatoire dans les institutions publiques, pour les fonctionnaires, de l'habit traditionnel qu'ils avaient commencé à reconstruire au Burkina Faso, en disant il n'y a pas de raison que le Burkina Faso s'endette pour acheter des jeans Levi's ou des habits made in France, et ainsi de suite. Et quand tu regardes un peu dans le détail, en fait, les gens n'adhéraient pas du tout au projet. Et Thomas Sankara avait pour habitude de faire des descentes dans les bureaux des fonctionnaires de manière imprévue. Et tout le monde était en jean, Levi's et t-shirt français ou je sais pas quoi, Adidas. Mais tout le monde avait rangé dans le placard l'habit traditionnel pour sauter dessus. Quand Thomas Sankara arrivait, il sautait sur l'habit puis il mettait l'habit traditionnel. Sankara était content et ils n'avaient pas de blâme. Et pour moi, ça, je dirais que c'est une défaite politique. Tu prends le pouvoir, tu imposes quelque chose, mais c'est une défaite politique parce que le jour où Thomas Sankara est assassiné, ou il perd les élections, ou ainsi de suite, en fait, les gens reportent le jean Levi's. Et l'enjeu n'est pas tant d'imposer la transformation, l'enjeu c'est de créer des conditions où les gens peuvent s'autonomiser sur ces questions-là et s'approprier ces questionnements pour eux-mêmes faire leur pas de côté et décider qu'est-ce qui a vraiment du sens pour leur bien-être. Et, ouais. Et après, mais c'est toujours tiraillé entre la pureté des intentions et puis l'exigence d'avoir des résultats, quoi. On est un peu tiré, c'est-à-dire que toi, par exemple, là j'ai l'impression que tu as à droite et à gauche la poule aux œufs d'or, mais tu veux vraiment faire hyper attention et tu veux surtout pas lui donner plus de graines parce que tu as trop peur qu'elle
Ben, tu sais, C'est un toxique, quoi, en gros. mais c'est comme quand tu lances un jardin permaculture, tu peux pas tout, ou agroforesterie, encore mieux, quoi. Tu peux pas tout planter la première année, quoi. C'est-à-dire qu'il faut commencer à avoir un sol fertile, commencer à planter les premières plantes, commencer à voir comment ces plantes elles réagissent entre elles, et puis après, tu peux commencer à mettre ton arbre, et puis après que ton arbre, quand il a commencé à pousser, tu peux mettre les autres plantes sous l'arbre qui ont besoin de l'ombre d'arbre pour pousser. Et ouais, il y a le tiraillement parce que tu as une urgence qui est dure, à la fois environnementale, aussi sociale et humaine, avec une violence institutionnelle grandissante qui est extrêmement forte, avec un mal-être dans nos sociétés qui est extrêmement fort. Et moi, je reconnais que je suis totalement tiraillé entre les deux, mais en même temps, s'il y a 10 ans, on m'avait dit, il y a 10 ans où on était invité nulle part, qu'on allait dans des conférences ou des discussions publiques et qu'on attendait au fond de la salle le temps des questions, qu'on levait la main, qu'on voulait pas nous donner le micro, et puis il y avait plus d'autres personnes qui posaient de questions, donc finalement on nous donnait le micro, puis quand on prenait le micro, on entendait les gens qui commençaient à râler, ah, c'est encore ces fous de décroissants qui vont nous ennuyer avec leurs idées à la con et ainsi de suite, et puis on posait la question et ça créait des tensions, il y avait toujours 3-4 personnes qui venaient nous féliciter pour notre question à la fin, et aujourd'hui on est invité à la tribune et on est légitime à poser ces questions. Et aujourd'hui, la réaction moi, que j'ai, c'est plus pour ou contre la décroissance, c'est où sont les blocages et comment on y va. Et c'est là que tu rentres dans la complexité. C'est là que c'est pas facile. Et c'est là qu'il faut être aussi dans le dialogue, il faut être prudent parce qu'on a en face de nous de plus en plus d'interlocutrices et d'interlocuteurs qui sont prêts à faire des pas de côté, qui sont prêts à se remettre en question, et même des gens qui bossent parmi les choses les plus dégueulasses qu'on puisse imaginer. Enfin, par exemple, sur le scandale des bagnoles, moi, en tant qu'ingénieur, j'ai bossé pour Peugeot il y a quelques années, mais j'avais déjà observé que Peugeot ne faisait pas d'argent en vendant des voitures, mais faisait de l'argent en prenant au piège les gens sur les pièces détachées où ils avaient le monopole sur leurs pièces détachées, quoi, avec de l'obsolescence programmée. Donc, il y a rien de nouveau, mais déjà à l'époque, on en parlait avec des ingénieurs qui étaient mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est comment petit à petit, en fait, t'offres des espaces aux gens pour qu'ils puissent sortir de cette méga machine et on ne sait pas trop comment orienter. C'est un peu l'histoire du Titanic. Il y a une telle inertie dans le bordel qu'on ne sait plus comment l'orienter différemment, quoi. Et l'orienter de manière trop violente, trop vite, peut créer des fois plus de chaos. Donc je parle par exemple de la prise de pouvoir, peut créer plus de chaos que susciter de bienfaits. Et on le voit aussi, la difficulté qu'il y a pu y avoir où je pense aux prises de pouvoir dernièrement de mouvements politiques avec plein de bonnes intentions. Un bel exemple, c'est Syriza. Ça s'avère être quand même un échec et pour la démocratie et pour la confiance dans les mouvements politiques et ainsi de suite. Quelque chose d'extrêmement violent. Donc pour moi, l'enjeu est plus de créer des masses critiques, de la transformation culturelle et de la pression sur les pouvoirs décisionnels qui, de toute manière, c'est des gens qui feront toujours ce que le plus fort leur demandera de faire, plutôt que de jouer le rôle du salaud qui prend le pouvoir et puis qui se heurte au lobby et qui est obligé de trahir. Quand tu disais les bonnes intentions, ça me rappelait le proverbe l'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement. Ouais. Et ma dernière question pour toi, ce serait qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui demandent comment s'impliquer et comment faire fructifier les idées de la décroissance? Je dirais qu'il y a autant de chemins vers la décroissance que d'objectrices et d'objecteurs de croissance. Et moi, par exemple, je suis arrivé à la décroissance à travers Georges Rogan, parce que j'étais ingénieur, parce que je comprenais ce que c'était le second principe de la thermodynamique, voire le troisième et le quatrième, et que j'ai commencé par là pour ensuite rejoindre un mouvement politique parce que j'avais une culture politique et ainsi de suite. Mais j'ai des amis, ils ont commencé par prendre leur vélo et vendre leur voiture, par réduire leur consommation de viande et s'inscrire dans une AMAP. D'autres en prenant un congé sabbatique, d'autres en rejoignant un collectif local Alternatiba ou Colibri, d'autres en prenant leur carte dans un parti politique pour faire pression au sein de ce parti politique pour ramener les idées de la décroissance, créer du débat aussi à l'extérieur du parti politique, d'autres dans leur boulot au quotidien. Moi, j'ai eu la chance de le faire quand je bossais à l'ambassade de France ici en Hongrie. J'ai eu la chance de pouvoir faire vivre mes équipes de manière beaucoup plus autogestionnaire dans le cadre d'une ambassade, avec beaucoup de jeunes qui nous rejoignaient, avec tout le monde qui participait aux prises de décision, aux projets. Je travaillais beaucoup sur les débats d'idées, comment créer du dialogue. Je crois que c'est aujourd'hui un des piliers, c'est-à-dire que
au sein de sa famille, de son cercle d'amis, de ses voisins, de son travail. On peut simplement essayer de réfléchir à comment amener les questions qui ont du sens. C'est-à-dire, c'est pas aller dire aux gens que c'est des cons parce qu'ils prennent leur voiture ou ils mangent 1 kilo de steak tous les jours ou parce qu'ils prennent l'avion tous les week-ends, mais les inviter à être réflexifs par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur boulot, par rapport à un certain nombre de questions, tendre la main, et puis petit à petit, c'est ce que j'ai appris aussi en créant et en participant à la création de différentes initiatives locales, éventuellement réfléchir à comment on peut lancer quelque chose. Mais là, je dirais qu'il faut être humble et puis commencer petit, quoi. Commencer, on fait d'abord une petite réunion avec quelques amis, un premier essai, et puis un deuxième, et on tâtonne, et on regarde ce qui marche que pas, et on essaie de le faire en évitant la crise de croissance. Et puis à travers ça, ça crée aussi, on le voit à travers le film Demain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont aujourd'hui intéressés et interpellés par ce qui se passe dans ces initiatives que de personnes qui peuvent vraiment s'impliquer dans ces initiatives. Donc voilà, déjà intéresser toujours plus de monde, et puis ouvrir des débats sur, comme on a eu tout à l'heure, un revenu de base inconditionnel, pourquoi faire, un autre rapport au travail, pourquoi faire, un autre rapport au temps, pourquoi faire, et ainsi de suite, quoi. Donc je dirais qu'il y a autant de possibilités que de personnes, et puis ça dépend aussi de ce que sont les centres d'intérêt, les compétences des personnes, quoi. Ok, bon, sur ces derniers mots, merci beaucoup Vincent. Juste, je rajoute une chose, c'est que très souvent, je suis désolé, hein, ça va faire plus long, très souvent quand on découvre la décroissance ou quand on est décroissant, on se sent bien seul, on se sent dépressif, et on a de très 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 bonnes raisons d'un point de vue rationnel et réaliste d'être plutôt désespéré ou pessimiste et dépressif. Mais moi je dis souvent, faut pas se mettre plus de pression de ce que l'on est, faut savoir être humble et patient, et savoir mettre de la joie de vivre dans tout ce qu'on peut faire, même si les actions qu'on peut mener ou ce qu'on essaye de mener peuvent paraître dérisoires et insuffisantes quant aux enjeux auxquels on fait face. Au moins on n'a qu'une vie, au moins on a pris du plaisir à le faire, et autant le faire en rencontrant des gens et en s'amusant et en rigolant avec beaucoup de convivialité. Donc humilité, patience et convivialité. Bon, parfait. Un très bon proverbe. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. C'était Atterrissage avec Vincent Liéget. Si ce podcast vous a donné envie d'en apprendre davantage sur le revenu de base ou la vision de la décroissance de Vincent, je vous invite à lire son livre « Un projet de décroissance, manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie ». N'hésitez pas non plus à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android, car cela me permet d'avoir davantage de visibilité. Enfin, pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. À bientôt!